Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Découverte. Les télécommunications modernes ont changé nos vies. Le téléphone cellulaire et l'ordinateur sans fil ont accru l'efficacité et la vitesse de nos communications. Cette technologie est possible grâce aux ondes électromagnétiques, les micro-ondes. Et avec toutes ces technologies, nous baignons littéralement dans ces ondes, au point où plusieurs chercheurs s'inquiètent des effets nocifs que pourrait avoir sur notre santé une exposition accrue à toute une variété de puissances et de fréquences. Chose certaine, la pollution par les micro-ondes nous entoure, et elle est là pour rester. Des panneaux discrets, presque invisibles dans le paysage urbain. Ce sont en fait des antennes de téléphonie cellulaire. À Montréal, par exemple, il y en a plus de 1200. La majorité de ces antennes sont installées sur des tours à logement très près des résidents. Dans les banlieues, les antennes sont plus évidentes. Installées au sommet de grandes tours, elles émettent un signal micro-ondes constant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Au-delà de l'esthétique, des résidents un peu partout dans le monde se plaignent de problèmes de santé reliés à ces antennes. On manifeste contre les antennes parce qu'on les a posées sur les toits d'une école. Les dangers, on voudrait bien qu'on nous dise qu'il n'y en a aucun, mais nous on n'est pas persuadés qu'il n'y en ait aucun. Depuis qu'on a ces antennes, on dort de plus en plus mal. On a des réveils nocturnes fréquents tous les deux, ma femme et moi. Et si bien qu'on ne pouvait plus supporter cela. Moi, dans mon boulot, j'avais des difficultés de concentration, de mémoire. En Europe et aux États-Unis, on manifeste depuis de nombreuses années contre la prolifération de ces antennes et le risque pour la santé. Ici, à Richmond Hill, dans la banlieue nord de Toronto, 300 résidents commencent à s'inquiéter. On va construire 2 antennes de téléphonie mobile à moins de 200 mètres l'une de l'autre. Belle Mobilité érigera une tour de 30 mètres de hauteur devant la station d'essence. Elle sera déguisée en mât-drapeau. Ce mât se trouvera à quelques mètres de résidence. La seconde tour de la compagnie Rogers sera derrière un centre d'achat. On y retrouve une garderie. Cette tour sera aussi à 130 mètres des résidences les plus proches. Les citoyens s'opposent à ces projets pour des raisons de santé. J'ai été atterrée d'apprendre la nouvelle que l'on allait construire 2 tours à proximité de ma demeure. J'ai fait beaucoup de recherches et trouvé plusieurs études qui démontrent une augmentation de l'incidence du cancer pour les gens qui vivent près d'une antenne de cellulaire. C'est angoissant de penser que ces 2 tours de cellulaire seront si près de ma maison dans un secteur où il y a de jeunes enfants. C'est un quartier de nouvelles familles. Selon Magda Havas, spécialiste en bioélectromagnétisme à l'Université Trent, les inquiétudes de ces résidents sont fondées. La distance critique d'une antenne de téléphone cellulaire est entre 300 et 400 mètres. Les études démontrent que si on habite à l'intérieur de cette distance, on a 3 ou 4 fois plus de risques de développer différents types de cancers. 2 études épidémiologiques, une allemande et l'autre israélienne, font état de ce lien avec le cancer. Certains riverains d'antennes souffrent également du syndrome des micro-ondes. De nombreuses études épidémiologiques confirment ces symptômes. Dépression, maux de tête, fatigue, perte de mémoire, étourdissement et insomnie, entre autres. Les 8000 antennes de cellulaire au pays nous exposent à une radiation constante de micro-ondes. Mais ce ne sont pas les seules sources. Même dans nos maisons, nous sommes plongés dans un bain chronique de micro-ondes. Nous avons des antennes miniatures qui émettent continuellement un signal invisible à l'œil nu. En fait, même le four à micro-ondes est un puissant émetteur. Dans sa cuisine, le professeur Magda Havas fait chauffer une simple tasse d'eau. Elle mesure les micro-ondes qui s'échappent du four. Nous mesurons plus de 1000 microwatts par mètre carré. Nous ne pouvons pas mesurer jusqu'où ça va, mais plus nous nous approchons et plus les niveaux montent.
Surprenant, puisque ce four d'une puissance de 1000 watts ne devrait pas laisser échapper de radiation. Malheureusement, c'est normal. Les manufacturiers affirment qu'ils sont adéquatement blindés, mais ils ne le sont pas. Tous les fours que j'ai testés ont émis de la radiation sur plusieurs mètres. Est-ce que cette radiation peut poser un risque pour la santé? Il y a eu de nombreuses études qui ont examiné les effets de la radiation micro-ondes sur la santé. Et maintenant, nous sommes exposés de partout. Nous la recevons des antennes, de nos cellulaires, de nos services sans fil, de nos fours micro-ondes, c'est partout. Avec ce type de radiation, il y a des effets sur la santé. La même démonstration cette fois-ci avec les téléphones domestiques sans fil. Nous avons ici deux téléphones sans fil. Celui-ci est un vieux modèle et celui-là est plus récent. On l'appelle le téléphone DECT. Et normalement, un téléphone émet seulement lorsqu'on s'en sert. Vous voyez que ce téléphone-ci est branché, mais il n'émet pas. Mais si vous branchez celui-ci, il se met immédiatement à émettre des micro-ondes de façon constante. Alors même si vous ne l'utilisez pas, il irradie. Si vous avez un de ces téléphones DECT dans votre chambre, c'est comme dormir à côté d'un four micro-ondes qui fonctionne. Mais comment savoir si notre téléphone émet continuellement? Vous prenez une radio et syntonisez la bande AM à la plus basse fréquence, entre deux stations. Vous saurez si vous avez un téléphone DECT. Par exemple, celui-ci n'est pas un DECT, vous n'entendez rien. Par contre, si vous l'approchez de celui-ci, c'est purement de l'interférence? Purement de l'interférence. C'est l'une des façons de savoir si vous en avez un à la maison. Le Wi-Fi est une autre source de micro-ondes de plus en plus présente dans les maisons. Il s'agit d'un routeur muni d'une antenne qui permet d'utiliser Internet partout dans la maison sans être relié à un câble. Cette antenne est à la fois un émetteur et un récepteur de signal micro-ondes. L'ordinateur a également une antenne. Le professeur Havas mesure les micro-ondes qui s'en dégagent. La radiation est émise ici et se propage vers nous, ce qui nous expose. L'appareil de détection est directionnel et mesure seulement l'intensité de la radiation provenant de cette direction-ci. Mais fondamentalement, nous sommes enveloppés, nous sommes entourés de cette forme d'énergie. Le plus loin nous nous tenons de cette antenne, le moins nous sommes exposés, et c'est une bonne chose. Ce portable est sur une table, il est donc plus loin. Mais si je l'avais sur mes genoux, là je serais beaucoup plus exposé. Lorsque l'on navigue sur Internet, l'antenne de l'ordinateur émet et reçoit un signal continuellement. Hey Michel, ça va bien? C'est le même principe lors d'une conversation au téléphone cellulaire. On émet un signal lorsqu'on parle et on reçoit un autre signal lorsqu'on écoute. Parfait. Moi aussi, je vais pouvoir être là, mais j'ai encore des petites choses à faire. La puissance moyenne du Wi-Fi est relativement élevée. Pour envoyer un simple courriel, la puissance est faible. Mais lorsque l'on visionne une vidéo qui requiert beaucoup d'informations, la puissance peut être 1000 fois plus élevée. On a mesuré toute une série d'effets biologiques bien en bas de la puissance moyenne du Wi-Fi. Troubles de mémoire, maux de tête, étourdissement et insomnie. En France, en décembre 2007, des problèmes de santé sont apparus dans 6 bibliothèques municipales parisiennes. Une quarantaine d'employés se sont plaints de divers maux, dont des étourdissements, de la fatigue et des maux de tête. Par principe de précaution, la mairie de Paris a donc désactivé les bornes Wi-Fi dans ses bibliothèques. Il y a des études qui démontrent que d'être exposé à une très haute intensité pour une courte période est à peu près l'équivalent d'être exposé à une faible intensité pour une très longue période. Donc, si le Wi-Fi s'installe dans une communauté, cela ne fait qu'ajouter une autre couche d'exposition, parce que les gens sont déjà exposés à leur four micro-ondes, à leur téléphone domestique sans fil et aux autres systèmes de télécommunication sans fil. Donc cela ajoute une autre couche. Ce n'est pas uniquement le Wi-Fi. Et le problème, c'est que toutes les communautés en veulent.
David Fancy, jeune professeur d'université, souffre d'électro-hypersensibilité. Cette condition a bouleversé sa vie. Il ne peut plus soutenir la présence de champs électromagnétiques, incluant les micro-ondes et l'électricité. Il doit donc se tenir loin de son ordinateur et projeter ses courriels sur le mur. Quand il y a de plus en plus de types d'expositions qui causent des problèmes, c'est là qu'on réalise que c'est un phénomène très sophistiqué. Parce qu'on peut travailler à son ordinateur dans un bureau qui est également près d'une antenne de cellulaire. Donc on se sent déjà très mal avec des nausées, des maux de tête, des étourdissements, avant même de travailler sur son ordinateur. Mon expérience et celle d'autres victimes me font conclure qu'il est difficile d'identifier la façon dont on réagit aux différentes formes de pollution électromagnétique. L'Organisation mondiale de la santé affirme que dans plusieurs pays d'Europe du Nord, de 1 à 3% de la population est atteinte de ce syndrome. Au Canada, entre 300 et 900 000 personnes pourraient possiblement en souffrir. David Fancy travaille beaucoup à la maison. Il doit subir une source additionnelle et inusitée de micro-ondes. Celles qui voyagent des antennes vers le sol et qui entrent dans les maisons par l'électricité et la tuyauterie. C'est un oscilloscope. Il est relié à l'évier. Et j'ai une mise à terre sur le plancher. Cela fait un circuit qui va de l'évier au plancher en passant par l'appareil. Sur l'écran, on constate que nous avons un signal de 3 volts à 60 cycles. C'est un courant électrique qui va de l'évier au plancher. Nous le voyons sous la forme d'une onde qui monte et descend. Si je pousse ce bouton et je change la mesure, nous voyons des fréquences plus élevées, celles de la radio et des micro-ondes qui sont captées par cet appareil de mesure. Nous voyons qu'il y a différentes formes d'ondes alors que nous montons dans les kilohertz. Le signal apparaît et disparaît parce qu'il y a tellement de signaux que l'appareil a de la difficulté à tous les lire. Le sol est un conducteur de cette forme de radiation. Si vous avez des objets métalliques dans le sol, comme de la tuyauterie par exemple, ils captent cette radiation. Donc vous avez cette radiation de haute fréquence qui entre dans votre maison, dans votre évier, dans votre bain à cause de la conductivité du sol. Même au travail, David Fancy est exposé aux micro-ondes. L'édifice principal de l'université Brock à St. Catharines a une forêt d'antennes de cellulaire sur son toit. Puissance totale, 2000 watts. Il mesure pour nous la puissance environ 150 mètres de l'édifice. Nous avons des niveaux de puissance qui fluctuent entre 300 et 1200 microwatts par mètre carré. C'est à l'intérieur des limites canadiennes. L'université respecte donc la réglementation. Dans d'autres pays, ça ne respecterait pas les normes? Certainement pas. Un peu partout à travers le monde, des gens reconnaissent que les normes canadiennes sont de 1000 à 100 000 fois trop laxistes, à la lumière de ce que les études démontrent. La norme canadienne est parmi les moins sévères au monde. Elle se compare à celle des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne. Par contre, elle est de 100 à 1000 fois plus stricte en Italie, en Suisse, en Russie et en Chine. À Salzbourg, en Autriche, la norme municipale est 10 000 fois plus stricte qu'au Canada. Pour Santé Canada, responsable d'établir cette norme, il n'y a pas de raison valable de l'abaisser. Nous devons maintenir le code de sécurité comme un standard scientifique. Nous couvrons un large spectre de technologies, non seulement le téléphone cellulaire, les antennes et ce genre de choses, mais également l'exposition des professionnels. Nous croyons que nos normes protègent adéquatement tous les Canadiens et qu'il n'y a pas de raison à ce moment-ci d'abaisser ces normes. Notre exposition lors d'une conversation au cellulaire est à une puissance beaucoup plus faible que la norme d'exposition canadienne. Pourtant, de nombreuses études ont démontré des problèmes. À une puissance plus faible,
notre exposition aux antennes du portable sans fil, le Wi-Fi. Même à cette puissance, des études ont mesuré des symptômes. Quant à la mesure prise par David Fancy, elle se retrouve bien en bas. Là encore, des chercheurs ont rapporté des effets. Pourquoi la norme canadienne est-elle si élevée? Au Canada, les normes d'exposition contenues dans le Code de sécurité 6 se basent sur les effets thermiques. Si la température de votre corps n'augmente pas après une période d'exposition de 6 minutes, cela est considéré comme sécuritaire. En effet, selon la documentation de Santé Canada, si l'exposition aux radiofréquences n'excède pas les limites spécifiées dans le Code de sécurité 6, il n'existe aucune preuve scientifique concluante de ces effets nocifs sur la santé. Cette norme de 6 minutes n'a aucun sens, sauf dans la perspective de la physique. Les études qui démontrent des effets nocifs le font à des puissances 1000, voire 10 000 fois plus basses que celles des normes canadiennes. Donc, nos normes ne tiennent pas compte des interactions biologiques subtiles d'un organisme vivant. En Europe, plusieurs pays envisagent d'appliquer le principe de précaution face aux antennes. En France, en décembre 2007, un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale demande d'imposer une distance de 300 mètres entre une antenne de cellulaire et les habitations. Pourtant, plusieurs des résidents de Richmond Hill auront leur antenne bien en deçà de ce 300 mètres. Malgré leurs protestations, ils frappent partout un mur de silence. J'ai écrit de nombreuses lettres à des gens pour nous aider à stopper ce projet. Industrie Canada, Santé Canada, le ministre de l'Environnement, le maire, tous se cachent derrière le Code de sécurité 6. Nous avons écrit au ministre de la Santé. Nous n'avons reçu aucune réponse. Ils disent qu'ils font des études, qu'ils lisent les plus récentes et malgré cela, il n'y a eu aucune étude indépendante au Canada pour confirmer ou pas le danger avec ces structures. Du côté de l'industrie, Rogers et Bell affirment qu'ils ne font que respecter les normes de Santé Canada. Nous n'établissons pas les normes sur la santé. Nous opérons à l'intérieur des paramètres qui nous sont donnés. Et encore une fois, Industrie Canada et Santé Canada travaillent très fort pour établir ces normes et nous les respectons. Et nous opérons très souvent en bas de ces normes. Notre exposition aux micro-ondes est en escalade inévitable. En 2007, le rapport Bio-Initiative, la plus importante enquête scientifique sur l'impact sanitaire de la pollution électromagnétique, a examiné 2000 études. Il conclut que notre niveau d'exposition mènera à de graves problèmes de santé si rien n'est fait pour réduire les normes d'exposition. Pour Magda Havas, la question est de savoir combien d'autres études faudra-t-il avant d'agir. Tout cela suit le même modèle que le tabac, l'amiante, le DDT, les BPC et le plomb. C'est toujours la même chose. Quand l'industrie nie, il y a un problème. Au début, le gouvernement supporte l'industrie jusqu'à ce que la science devienne tellement convaincante que le gouvernement est dans l'embarras s'il ne change pas les normes. Malheureusement, ça va prendre des décennies et pendant ce temps-là, plusieurs personnes vont tomber malades. Entre collègues, on se demande ce qui incitera le gouvernement à vraiment regarder les données et d'agir en conséquence pour protéger la population. L'objectif de Santé Canada est le bien-être des Canadiens. On me dit que c'est une question du nombre de morts. Combien de morts avons-nous besoin avant que Santé Canada fasse quelque chose pour protéger la santé des Canadiens? Il y a donc toute la notion de liberté de choix. Et je crois que lorsqu'une communauté envisage d'installer ou pas le Wi-Fi, elle devrait le faire dans une perspective démocratique du citoyen et du consommateur. Est-ce que j'ai le choix ou pas d'être exposé à ça? Here's Mary Garofalo. Good evening and welcome to 16 by 9, The Bigger Picture. You can't see it, you can't taste it, but some are calling it a serious health threat every parent should know about.
Wi-Fi, wireless internet, is in schools coast to coast. But why do some kids say Wi-Fi is making them sick? In a 16:9 investigation, we put Wi-Fi to the test. Here's our Carolyn Jarvis. They are gathering by the hundreds, packing a public forum in Toronto, filling a school board meeting in Peterborough. I don't know what I'm going to do if you have Wi-Fi in there. I can't do this to my daughter. I cannot put her through this experiment. And assembling at a church in Vancouver, a fever pitch building over what they see as a threat invisible to the eye. Society in general doesn't want to lose a convenience at the expense of safety. They're talking about radiation exposure from Wi-Fi or wireless internet, and they're concerned it's making their kids sick. I just think that we don't know, so why risk it? Today, schools across the country are rushing to install it, but these students say the convenience isn't worth the risk. I had heart racing, headaches, nauseous. It's a really weird feeling. Weak, and I'm really shaky. And when they're not at school? Does it happen on the weekends? No. There's no rhyme or reason to the symptoms. They range from headaches to nausea, heart palpitations, even rashes. So 16:9 wanted to find out exactly what, if any, threat exists in schools. So we went with this man, industry tester Kavinder Dhillon, to measure the radiation levels in a typical wireless classroom. Is it fair to say that this would give us an average sample size of what we'd be seeing in a typical classroom? Yes, we're going to be concentrating on this area. So this will basically give us what the proportional rate is. To simulate an actual classroom, we set up each computer to stream video, constantly receiving information. From the devices that are being set up right now, and we got our antennas hooked up, and we're getting the real-life signals with the correction factors from the antennas and the cable losses. Right now, we are basically 113.8 microwatts. So, in effect, according to Health Canada, this classroom would be deemed safe. According to the criteria, yes. So next, we go out into the hallway to check the router, one of several in the school fixed to the ceiling. The levels here hit 2,600 microwatts, 20 times the reading inside the classroom. People who are actually in the industry who are testing this, they feel this is a high limit. This is very high. Really? Yeah. You heard him. Our industry tester calls that level high, but it's still well within Canada's safety guideline. Now, that guideline is a thing called Safety Code 6. It sets the limit for radio frequency radiation exposure, and Health Canada says there's no way the levels we found are causing those headaches and heart palpitations. And Beth Peterson of Health Canada says the science backs it up. There's no evidence, scientific evidence, that those kind of effects are caused by the energy limits that kids are exposed to by Wi-Fi. Health Canada sets the limit at 10 million microwatts per meter squared. Now, that might not mean much to most of us, but in 2008, Toronto's Board of Health said it's way too high and asked Canada's Minister of Health in this letter for much stricter regulations, 100 times more strict. Health Canada never changed a thing. Still, no matter what any guideline says, these parents say they've seen it for themselves and Wi-Fi is harming their kids. So she had to hold on to friends in order not to collapse on the floor. She had headaches, and we're not talking just regular headaches. They were extreme headaches where the secretary would call me. I'd have to come pick her up. According to this doctor, there's good reason to believe these kids are telling the truth and not just making up some excuse to skip school. There's no question in my mind it exists. Dr. Jennifer Armstrong specializes in environmental medicine. The big thing with kids is they're more vulnerable. Why? Children are more vulnerable. Their skulls are thinner. Their bodies are not as strong as ours in general. They're developing, their brains are developing. So you expose children to radiation and their little bodies don't handle it as well. And cardiologist Dr. Stephen Sinatra agrees. As a parent, if I had a young child, would I want to use my child as an experiment to see if it's going to take 30 years or 20 years or 10 years to become sick? No, not me. And the thing is, we have to sacrifice accelerated education and convenience. And basically, we have to look at the safety of our children. We have to do it as a society. Well, 16:9 wanted to test the power of Wi-Fi, so we went to visit environmental scientist Magda Havis from Trent University to do
Another test. Professor Havis's subject, Martin, who calls himself electrically sensitive, is hooked up to a heart monitor, and Havis sets up a wireless computer. Well, what we're going to be doing is we're going to be taking Martin and exposing him to microwave radiation from Wi-Fi, the same type of thing that we have in schools, for example, and just monitoring his heart to see if his heart reacts to any of the radiation. He won't know when things are turned on or off, so it's going to be a blind study in that regard. With the Wi-Fi plugged in, Martin's heart rate accelerates in mere moments. Now I can feel something. It's going through my chest. I feel it down in my legs too. The closer the router is, the greater his reaction. A few seconds ago, it was like my chest was actually jumping in the middle here. Then, seconds after the wireless internet is unplugged, just like that, his heart rate slows down. Martin, how are you feeling right now? Fine, I don't think there's anything on. But listen to this. Those levels Martin was exposed to, well, they're acceptable according to Safety Code 6. So if they're safe, why was his heart racing? Magda Havis has a theory. So some percentage of the population is reacting to these microwave radiation at levels well below Safety Code 6. But I'm not sick from Wi-Fi and I use it all the time. Well, not everyone has the same sensitivities. We have children who have peanut allergies. We have people who are allergic to pollen. They react to pollen. And it's same with electrical sensitivity. Only a percentage of the population react. Still, Health Canada insists it's done its homework, looked at every bit of science, and that level of radiation won't hurt anybody. Our safety limits are set on, we use a weight of evidence approach. So there are thousands of articles, thousands of peer-reviewed scientific articles on the issue. 16 by 9 wanted to take a look at that evidence, so we asked Health Canada for its science. They sent us this, a list of 16 studies entitled Specific to Wi-Fi. So we did our own homework going through every study, and not a single one looks at whether Wi-Fi in schools poses a health risk to students. Havis says since Health Canada isn't controlling Wi-Fi, parents are going to have to. So are you suggesting that parents should tell their kids, a 13-year-old, a 14-year-old who may be attached to his laptop or his iPad, you should stop using that? It may not go over so well, but you know, when children want to smoke, and if you're a responsible parent, you allow your 13-year-old child to smoke. In my mind, there's no difference between the two. If anything, I think maybe microwave radiation is going to show up to be much more harmful than smoking, simply because of the amount of exposure that we're seeing in our everyday environment. So how about the people who make these products? We asked to speak to Wi-Fi manufacturers about the possible health effects, but they declined our request for an interview. The organization that represents them, the Wi-Fi Alliance, did, however, provide 16 by 9 with this written statement. Wi-Fi technology meets all national and international safety requirements and emits signals that are typically hundreds to thousands of times below the safety limits. All well and good, but back in the schoolyard, these kids may have reason to wonder if it's safe to go to school. What do you want done? For them to turn it off. Do you feel like there's anything you can do? No. I'm pretty sure they won't listen to us kids. As some schools in Canada race to install Wi-Fi, there are other schools that are concerned about reports of headaches, hyperactivity, and increased heart rates in children. Should we be concerned about wireless technology? And what exactly does it emit? Here again is our Carolyn Jarvis. Across the country, these parents, teachers, and experts are saying the same thing. There are children getting sick, and I don't think it's worth the risk. I really hate sending her to school, given the environment that she's in. Wi-Fi is toxic. It's a different form of toxicity, but it's toxic to our bodies. He would often complain of heart palpitations or chest pains. I'd start getting headaches, foggy vision, and just all weirded out. To expose my kids knowingly is very frightening for me. For me as a parent, I find it incredibly frustrating and scary and sad that no one's even listening to the concerns of the parents. Their concern? That radiation from wireless computers and this little contraption mounted in the hallways and classrooms of schools can make students sick. It's Wi-Fi, and Health Canada says there's no risk from the radiation it emits. That's just simply not true. That's simply not true. Dr. David Carpenter is a world-renowned expert in environmental toxins in Albany, New York, and he says the Canadian government is just plain wrong. What we do is look at the weight of the evidence. But that's what they said they did. They didn't. The weight of the evidence
demonstrates clearly that exposure to radio frequency radiation, causes disease. The evidence is strongest for cancer. Cancer caused by Wi-Fi emissions certainly doesn't add up with Health Canada's insistence that Wi-Fi is safe. So you're saying that their science is faulty, or their analysis of the science is faulty? Their science is faulty, and certainly their analysis is faulty. You can selectively look at literature, but there's been evidence for harmful effects of microwave radio frequency radiation for 30 or 40 years. Why choose to ignore that? How does that possibly benefit them? When you acknowledge you have a problem and you're a government agency, you have to do something about it. Canada's government might not be doing anything about concerns, but in France, the town of Aéroville-Saint-Clair is. It's the first municipality in the world to remove Wi-Fi from schools and public buildings. Moi, j'ai un devoir en tant que maire. Mayor Rodolphe Thomas says he's taking a precautionary approach because he's not willing to gamble with the health of children here. So this town that 10 years ago went wireless ahead of everyone else became in April of 2009 the first to shut it down. Le Wi-Fi est un outil. Wi-Fi is an important tool, he says, but there are places it simply shouldn't be, like schools. So now, all but 2 schools here are Wi-Fi free, and the town plans to strip Wi-Fi from all its public buildings by the end of the year. But Aéroville-Saint-Clair isn't returning to the dark ages. In fact, it's once again on the cutting edge of technology. It's installed a state-of-the-art fiber optic system that's faster, more stable, and according to the people here, safer. Etienne Sandrier leads an awareness group against wireless technologies. People could see that they were victims, that it was not that innocuous, that some people really suffered from this. So it started a real interrogation among the public, and people said that, well, if it's not absolutely necessary, why should we use the thing? And parents around here are applauding the change. She says removing Wi-Fi is a good thing for students. And while other European countries might not be pulling Wi-Fi, they are taking a stand. In 2007, Germany recommended children limit their use of Wi-Fi, uncertain of its long-term effects. And in Britain, a handful of public schools decided independently to remove it. But back in Canada, there's no precautionary approach. Wi-Fi is going up, not coming down, leaving students like Mackenzie Honing with no good option. Go to school and feel sick. It's just kind of weird. It felt like my heart kept skipping beats. Or don't go to school at all. I noticed that every time I came home for the weekend, it started to get better, and by Sunday I'd feel normal. No headaches or anything like that. Well, this is the petition. Mackenzie's mom, Linda, is fed up waiting for the government to change its mind, so she started her own campaign, hopeful more parents will join her. We don't have 10 years on this issue because the exposure of radiation for the kids is harmful. Environmental health expert Dr. Carpenter says it's time we stop turning a blind eye to the risk. When you look at the guidelines that have been put in place by Health Canada, do they go far enough to protecting Canadians? They certainly do not. These guidelines are based on a fallacy. A fallacy that, according to Dr. Carpenter, is putting children at risk. It's appropriate for parents to demand that Wi-Fi not be placed in school. Not because we have proof at this stage that it's harming the children, but because we have absolutely no evidence that it's safe, contrary to what any government agency says. And not heeding the warnings of experts like Dr. Carpenter is leaving students like Jeremiah feeling helpless. I really am nervous. I don't really like school no more. You used to like school? I used to love it. I'd get mad if I missed a day. Dr. Carpenter warns there may be many missed days or worse for students like Jeremiah if change doesn't come soon. You don't want to wait until you can count the bodies before you tell the public that there is a serious potential of harm. And with regard to the issue of Wi-Fi in schools, this is exactly where we are.